すべてのユミルの民はその座標へとつながっている。始祖ユミルの正体は一体何なんだ。マーレ政権下では悪魔の使い、エルディア帝国の時代では神がもたらした奇跡、有機生物の起源と接触した少女、そう唱える者もいる。は？この世に真実などない。それが現実だ。誰だって神でも悪魔にでもなれる。誰かがそれを真実だと言えばな。Tandis qu'on pensait qu'Ymir n'était qu'une esclave innocente ayant été privée du bonheur de vivre une enfance normale, qu'il ne s'agissait que d'une fille soumise au roi et dénuée de volonté propre, les propos d'Eren Kruger résonnent à nouveau dans ce chapitre. Ils viennent nous rappeler que rien n'est inscrit dans le marbre et qu'il n'existe pas de vérité dans ce monde. Ymir, sous ses airs innocents, n'avait pas été accusée à tort. Elle était bel et bien responsable et a libéré le cochon. En seulement une page, Hajime Isayama bouleverse la compréhension des lecteurs et relate l'événement originel ayant déclenché 2000 ans d'histoire maudite et tragique, le berceau dans lequel s'enracine un destin scellé et marqué au fer noir. L'auteur représente Ymir les yeux apparents, et sous-entend que c'est dans un acte délibéré qu'elle a consciencieusement ouvert l'enclos. Ce n'est donc pas une esclave dans le sens absolu du terme. Bien qu'asservie, elle possède un certain libre arbitre. Elle cherche à se rebeller et s'affranchir de son statu quo. La clôture renfermant les cochons n'est autre que la métaphore de l'île du paradis. L'enclos représente les murs de l'île, tandis que les cochons symbolisent les Eldiens parqués en son sein. Par extension, cela évoque aussi les Eldiens coincés dans des camps de concentration, mais également tout individu privé de sa liberté en général. Comme le disait Eren, ils ne sont que du bétail et des oiseaux en cage. Ymir, libérant les cochons, traduit donc son désir de s'extirper de sa condition et d'ouvrir la cage afin de voler de ses propres ailes. Dans ce sens, le vœu d'Ymir s'aligne avec celui d'Eren. Tous deux ont brisé les murs dans l'objectif d'être libres. Armin confirme que si Ymir leur impose cette résistance, c'est qu'elle souhaite également anéantir l'humanité. Eren et Ymir ont subi le même tourment. C'est dans la douleur qu'ils se sont compris et ont décidé de s'unir. C'est donc en pleurs que les deux enfants sont contraints d'annihiler le reste du monde afin de réaliser leurs rêves. Reconstruire un monde sans distinction de race, où les êtres humains pourront s'entraider, s'aimer, explorer les terres de glace, les champs de sable et les mers de feu. 炎の水や氷の大地、砂の雪原が広がっている。僕の父さんや母さんが行こうとしていた世界だ。Ymir assiste au désastre qu'elle a provoqué. En faisant appel à une multitude de titans ancestraux, Ymir ressasse un passé sombre et immortel qui continue de déteindre sur le présent. Par la même occasion, Isayama détruit totalement la frontière entre le réel et le fabuleux. Il puise dans ses inspirations et submerge son lectorat de références classiques. Il nous présente ainsi des titans avec une pluralité de designs. Des titans parfois croisés génétiquement avec des animaux, comme le cerf, le crocodile ou le dinosaure. Des animaux issus des légendes et des mythologies comme le loup-garou et le minotaure. Il en profitera aussi pour y glisser des figures issues de la culture populaire fantastique. Le chapitre flirtera également avec le divin, puisque son titre, La bataille de la terre et du ciel, revêt un aspect prophétique de fin du monde. Il renvoie à la guerre des anges dans le christianisme. Cela est appuyé avec Mikasa, qui est dessinée avec des ailes qui naissent emblématiquement derrière elle. De la même façon, les titans primordiaux ancestraux sont pendus dans les airs, comme si c'était des anges déchus. Cette grande guerre des titans 2.0 rappelle également le Ragnarok dans la mythologie nordique. Le trident, utilisé par le titan marteau d'armes pour empaler Pique ainsi que le minotaure, évoque la mythologie gréco-romaine. Isayama fait habilement coexister différents mythes de l'homme afin de donner une dimension symbolique forte à son manga. Isayama matérialise un cauchemar brumeux où les titans primordiaux renvoient dans leur représentation esthétique à la fois des spectres errants et des divinités. Il suscite l'imaginaire de son lecteur afin de véhiculer une aura horrifique. Ce dernier n'a d'autre choix que d'assister impuissant aux sévices que subissent les personnages. À ce stade-là, on comprend que le pouvoir de l'originel est hors de portée de la compréhension humaine. Le désespoir prend peu à peu le dessus, pendant que les espoirs de certains s'estompent. Armin se remémore les enseignements d'Arwin et comprend qu'il sera de nouveau forcé d'abandonner ses rêves en tuant Eren. L'Alliance doit faire face à ses camarades d'hier, Ymir, Porco, Marcel et Bertholdt. Tout comme l'était le titan bestial, ils sont déshumanisés. On verra alors Levi, dans un état de faiblesse encore jamais vu auparavant, en train de cracher du sang. Armin, réduit implicitement à un sujet sexuel. Pique, embroché par un trident. Connie, à deux doigts de mourir. Bertholdt, en pleurs, et qui sous sa forme de colossal, est contraint d'attaquer son meilleur ami. Même Mikasa se retrouve en difficulté. Les personnages luttent, mais meurent à petit feu. Cependant, face à l'adversité, les amitiés refont surface, et l'optimisme reprend vie. Comment ne pas s'émouvoir lorsque Reiner est sauvé par Jean, alors qu'au chapitre 127, il faisait appel à la violence. C'est à ce moment critique que le titan volant de Falco fait éruption dans le ciel, et avec lui, l'espoir de toute l'humanité. C'est tout pour nous.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle sort en retard car nous avons eu des problèmes techniques avec notre ordinateur. C'est aussi pour cette raison qu'elle est plus courte que d'habitude. Nous étions également censés parler de la nouvelle apparence du titan ailé de Falco, mais au final nous avons abordé cet aspect dans la deuxième partie de notre théorie sur Angie. En tout cas, si la vidéo vous a plu, faites-le nous savoir en commentaire. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour nous soutenir. Vous trouverez également les liens de nos réseaux sociaux en description. Nous vous disons au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo.